Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia. Cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Vous êtes nombreux à être en direct. Si vous êtes en replay, sachez que vous pouvez nous rejoindre en direct pour profiter de questions que vous pouvez poser à nos animateurs après la visioconférence, donc qui ne sont pas enregistrées. Donc c'est le petit bonus d'être en direct. Si vous avez aimé cette visioconférence en replay, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker la visioconférence, la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, la thématique, une thématique psychologique, puisque nous en parlé avec Isabelle Palassin, quand le corps nous lâche. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions et intervenir auprès d'Isabelle. Si vous avez des questions, vous les posez directement dans la barre de conversation pendant la visioconférence. Et puis, je suis là aussi pour répondre aux différents problèmes techniques éventuels. Pour vous inscrire à nos visioconférences, ça se passe sur le site movadom.eventbrite.com. Isabelle, je te laisse te présenter, puis dérouler, puis moi je vais tourner les petites pages au fur et à mesure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste, je suis auteure et donc conférencière. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de ce qui se passe quand le corps nous lâche. Alors on va commencer en fait par parler du schéma corporel et du sentiment d'être soi, parce qu'au fond, eh bien, c'est bien dans le corps que se fonde au départ notre sécurité d'être, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand on vient au monde, on n'a pas encore la capacité de penser, de se penser, mais en revanche, on a des sensations. On a des sensations, on a des perceptions, et tout ça, ça passe par le corps. Donc c'est à partir de tout ça que finalement, on va être en lien à la fois avec notre environnement, et à la fois progressivement aussi avec que va se construire des images à l'intérieur de nous qui vont nous permettre en réalité de percevoir ce qui se passe en nous. Donc ça commence bien par de la perception, donc par du corporel. Et à partir de là, va se constituer alors, il y a plusieurs choses qui vont se constituer. D'abord, le schéma corporel, c'est-à-dire on va avoir une image un peu de notre corps. C'est-à-dire qu'on va progressivement, on va savoir qu'on a une tête, deux bras, deux jambes, etc. Et puis, on a aussi, alors ça va se constituer avec tout notre appareil sensoriel, c'est-à-dire avec notre vue, le toucher, le goût, etc. Tout ça, ça va nous permettre de voir un petit peu qu'on a des sensations à certains endroits. Et puis, on a aussi tout un équipement biologique qui fait qu'on sait aussi où on est dans l'espace. C'est la proprioception, c'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est grâce à plein de petits capteurs qui sont dans nos muscles, etc., et qui nous permettent en permanence de nous repérer, de savoir si on est debout, assis, couché, etc. Donc ça, c'est le schéma corporel. Et puis, il y a les images inconscientes du corps qui ont été conceptualisées, en fait, on va dire, par Françoise Dolto dans les années 80. Et ça, c'est au fond ce qui se passe à partir d'un corps désirant, voilà, à partir des zones érogènes, mais aussi à partir des endroits de rencontre avec l'autre. Et ça, on va dire que c'est un petit peu le corps ressenti. C'est ce qui va nous permettre de sentir, au fond, comment on est en lien, comment on se met en lien avec l'autre, comment l'autre nous perçoit, comment on perçoit l'autre, et puis comment on perçoit notre environnement. Et puis, il y a une période qui est très importante qui a été décrite par Jacques Lacan dans les années 50, qui est le stade du miroir, c'est-à-dire que vers 8 mois à peu près,
Le bébé, donc, qui a toutes ces sensations dont je viens de parler, d'un seul coup, progressivement, il se voit dans le miroir et il se découvre, en fait, comme il découvre son image dans le miroir, et d'un seul coup, toutes ces sensations qui étaient un petit peu éparpillées dans le corps se précipitent dans une image, dans une forme qui est aussi une forme humaine, c'est-à-dire que quand l'enfant se découvre dans le miroir, il n'est pas tout seul, il y a quelqu'un qui le regarde et il y a quelqu'un qui lui dit: regarde, tu es un petit garçon, tu es une petite fille, tu es comme moi. Donc, on voit bien comment, au fond, à travers ces 3 étapes là, dont je viens de parler, c'est bien à partir du corps que se fonde quelque chose de notre narcissisme. Alors, le narcissisme, c'est pas l'ego surdimensionné, parce parfois on a tendance à penser narcissisme, les personnalités narcissiques. Non, le narcissisme, c'est juste d'être sûr de ce que l'on est, sûr de soi. Donc c'est plutôt avec la question de l'estime de soi que ça marche. Donc voilà, donc c'est bien toute cette introduction un petit peu longue pour vous dire que finalement cette relation au corps, elle est fondamentale. C'est à partir de notre corps que se fonde notre vie psychique, se fonde notre sécurité d'être. Et donc quand le corps nous lâche, on va voir à quelle occasion, eh bien effectivement, cette sécurité d'être est menacée. Et on va voir comment, etc., tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Alors, la slide suivante, s'il te plaît, merci. Alors, on va un petit peu faire la différence entre le handicap et les micro-handicaps. Parce que finalement, le handicap, c'est ce qui survient brutalement à la suite d'un accident ou d'une maladie. Par exemple, on fait une chute, on peut être handicapé pour quelque temps ou pour toute la vie parce que c'est une chute grave. On peut faire un AVC, par exemple, et perdre un certain nombre de fonctions, de fonctionnalités. On peut perdre la parole, on peut avoir une paralysie, par exemple, latérale, etc. Ou on peut, par exemple, aussi avoir une amputation suite à un diabète mal équilibré. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Et là, ce sont vraiment des handicaps qui sont brutaux et qui sont massifs. C'est-à-dire que d'un seul coup, on perd massivement une partie de soi. Et puis, au cours du vieillissement, on observe aussi des micro-handicaps. C'est-à-dire que ça ne va pas être comme une amputation, par exemple, mais ça va être des petites pertes qui vont venir progressivement et qui vont faire qu'on va être moins sûr de ce que l'on peut faire avec son corps. C'est par exemple l'incontinence, c'est par exemple la limitation du mouvement, c'est moins bien voir, moins bien entendre. Tout ça, en fait, puisqu'on voit bien, hein, ce sont des petits handicaps sensoriels et qui font que finalement, on va avoir toute cette relation dont je parlais tout à l'heure du corps qui permet une relation de soi à soi, mais aussi de soi à l'autre et de soi à l'environnement. Tout ça, ça va être un tout petit peu entamé par ces micro-handicaps. Et donc, c'est vrai que c'est important de penser ces micro-handicaps du vieillissement parce que, après, on se demande comment, quand on est aidant, par exemple, d'une personne âgée, on peut être un peu surpris ou un peu décontenancé par, d'un seul coup, de l'agressivité ou des comportements qui vont changer chez la personne qu'on accompagne. Et en fait, il faut se dire, il faut essayer de se mettre un peu à sa place et d'essayer de comprendre que ce qu'elle est en train de vivre, c'est effectivement un peu angoissant parce que ça peut être d'un seul coup non, d'un seul coup ou progressivement, justement, comme si on lui retirait le tapis sous les pieds, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle est plus sûre de pouvoir mettre un pied devant l'autre, elle est plus sûre de que ce qu'elle entend est juste, etc. Et d'ailleurs, alors c'est anecdotique, mais c'est intéressant, dans certaines formations en gérontologie, en fait, on propose aux étudiants d'enfiler une combinaison pour comprendre en fait ce que vivent les personnes âgées. Et c'est une combinaison qui comporte des lunettes
qui permettent de mimer en fait l'opacité du cristallin qui se met en place. Il y a un casque qui permet de mimer la presbyacousie. Et puis on a des poids sur les mains, les jambes, etc., qui là va montrer ce qu'est la perte de muscles, la perte musculaire qu'on peut observer chez des personnes vraiment âgées. Et là, c'est intéressant parce que ça permet justement de se rendre compte comment on ne peut plus tellement compter sur son corps comme on pouvait, enfin de la même façon en tout cas qu'on pouvait le faire auparavant. Et c'est vrai que c'est important de parler de ces micro-handicaps qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont quand même là et qui peuvent aussi, c'est important pour certains, être sujets à perte de confiance en soi, à perte d'estime de soi et aussi parfois même à honte. On va en reparler parce que ce qui va conduire à pas demander de l'aide. Parce que c'est notamment le cas, par exemple, de l'incontinence qui touche une femme sur 3 de plus de 70 ans, qui touche à peu près un tiers des hommes de plus de 80 ans. Incontinence urinaire. L'incontinence anale, c'est 50% des personnes institutionnalisées. Et ça, ce sont des sujets qui sont tabous un peu. On a du mal à en parler à son médecin, alors qu'il y a des solutions qui peuvent exister. On peut être aidé. Voilà, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et on a honte d'en parler au médecin. Donc voilà, ça me semblait important de parler de cette différence entre le handicap massif, qui se voit et que tout le monde peut constater et qui est traumatique souvent, et puis ces micro-handicaps qui sont aussi des petits traumatismes qui s'accumulent. Alors si tu veux, voilà. Alors le problème, c'est la confrontation, évidemment, au plus jamais. C'est-à-dire que le traumatique, voilà, c'est la problématique qu'on a entre l'image que l'on a de soi et puis celle, par exemple, qu'on découvre dans la glace. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vous parlais tout à l'heure du stade du miroir, eh bien, d'un seul coup, on ne retrouve plus dans le miroir l'image qu'on avait auparavant. Parce qu'on a on a une perte de soi, on a soit une impossibilité de marcher, par exemple, ou quelque chose qui a changé dans le schéma corporel. Et là, il y a effectivement un décalage entre l'image qu'on avait intégrée jusqu'à présent et puis celle qu'on découvre dans le miroir. Et ce décalage peut être vraiment un traumatisme. Pour rappel, le traumatisme, en fait, c'est quand les capacités de pensée sont dépassées. Et là, c'est vrai qu'un traumatisme qui survient brusquement, par exemple, imaginons une amputation, eh bien, ça peut déborder nos capacités d'élaboration, nos capacités de penser ce qui est en train de nous arriver. Et puis, c'est aussi la perte d'une partie de soi, bien sûr. Hein. C'est évidemment qu'on a l'impression d'être obligé de renoncer à soi. Et ça, c'est très perturbant aussi. Et puis, ça nous confronte évidemment aussi à la finitude. C'est-à-dire que les micro-handicaps du vieillissement ou les handicaps d'un seul coup massifs, eh bien, tout ça, ça nous montre qu'il y a un moment, ça sera du plus jamais. Et ce plus jamais, évidemment que c'est difficile à élaborer, à penser, parce que ça nous confronte à la finitude et à l'idée de la mort. Et donc, ce qui est évidemment difficile à penser, parce que au fond, dans l'inconscient, on n'est pas mortel. C'est-à-dire qu'on a une espèce de truc comme ça où il y a une partie de nous-mêmes qui ne peut pas penser sa propre mort, sa propre finitude. Et ces petits handicaps, ces micro-traumas, ce vieillissement, en fait, eh bien, nous confrontent justement à ça. Et donc, ça fait un conflit entre ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur de nous-mêmes et puis ce à quoi il va bien falloir se faire. Et c'est comme, en fait, on peut comparer ça à un processus de deuil.
Et pour rappel, il y a plusieurs étapes dans le processus de deuil, hein. Il y a le déni, c'est faire comme si ça n'existait pas. Et on voit bien, par exemple, c'est très typique, les personnes qui perdent l'audition. Eh bien, très souvent, elles ne veulent pas reconnaître. Il y a du déni, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas elles qui n'entendent plus, par exemple, ce sont les autres qui ne parlent pas assez fort, ou la prise de son dans les émissions de télé qui n'est pas assez bonne. Alors, on pousse le volume de la télé, on demande aux autres de parler plus fort, mais on ne peut pas imaginer que c'est soi-même, en fait, qui entend moins bien. C'est-à-dire qu'on a une perte d'audition. Ça, c'est très, très typique. Et puis, le deuxième, pardon, la deuxième étape, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire, là, toutes les étapes que je vais vous donner sont des étapes qu'on traverse, mais parfois, on en passe une, puis on revient en arrière, et puis voilà, et puis il y en a une qui ne va pas être passée, et puis ce sera plus tard. Enfin, voilà, faut pas imaginer ça comme un processus petit 1, petit 2, petit 3, etc. Et tout ça dans l'ordre et bien carré. C'est évidemment que c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, quand même. Donc, le déni, ensuite, il y a la colère. C'est-à-dire que la colère, c'est la révolte. C'est pourquoi ça m'arrive à moi. Et ce pourquoi ça m'arrive à moi, ça peut créer de l'agressivité. On y reviendra. Ensuite, il y a la négociation. C'est-à-dire, on commence par dire je vais essayer de faire comme si ça n'existait pas. Ou de faire comme si. Alors là, c'est plus du déni, c'est-à-dire on sait que ça existe, mais on va essayer de retrouver l'état antérieur. Donc on fait de la rééducation à fond, par exemple. On fait, alors pour les petits handicaps ou pour le refus du vieillissement, on va faire de la gym beaucoup, beaucoup. On va en fait, on va mettre en place tout un tas d'actions pour faire fi du handicap ou des micro-handicaps. Ensuite, il y a une étape qui est la dépression. C'est-à-dire que là, on a pris conscience de ce qui est en train de se passer. On a pris conscience de plus jamais. Et on ressent de la tristesse, même de la détresse face au constat qu'on ne pourra pas retrouver son état d'avant. Donc ça, c'est un moment qui est évidemment difficile. Et puis, la résolution, en fait, c'est l'acceptation, c'est prendre acte et faire avec. Finalement, prendre acte et faire avec, c'est s'adapter. Et alors, la slide suivante, s'il te plaît. Alors, s'adapter, on va voir comment on peut s'adapter de 3 façons différentes. C'est-à-dire s'adapter dans la relation moi avec moi, c'est-à-dire moi avec ce que je suis, avec mon corps, comment je réaménage l'image que j'ai de moi-même en fonction de ce qui m'arrive. Et on verra ensuite s'adapter dans la relation moi-l'autre, et puis enfin s'adapter avec son environnement, et notamment, très concrètement, avec la maison dans laquelle on habite, avec son environnement matériel. Alors, évidemment, il existe des... on peut revenir avant, si tu veux. Merci. Oui, excuse-moi. Je t'en prie. Alors, s'adapter dans la relation moi-moi, donc c'est faire face, et il existe donc des stratégies plus ou moins conscientes pour apprivoiser les failles physiques. Et parfois, j'en parlais tout à l'heure, on rencontre, je voulais en dire un mot, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent chez les personnes âgées qu'on accompagne, c'est l'agressivité. C'est-à-dire que inconsciemment, elles n'acceptent pas, sont des personnes qui sont très embarrassées de leur perte. Ça les rend très insécurisées, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, pour être plus clair, je vais prendre l'exemple des pertes de mémoire, qui sont assez courantes finalement, et qui peuvent être vraiment embarrassantes quand on entre dans des maladies de type dégénératif, de type Alzheimer. Donc là, les personnes se disent j'ai perdu, ne retrouvent plus leurs clés, ne retrouvent plus leur portefeuille, ne savent plus où elles ont mis leurs affaires, etc. Et
inconsciemment, c'est impossible d'entendre que il s'agit d'elles, enfin, que c'est leur mémoire qui est en train de flancher. Et plutôt que d'accepter cette question de je suis en train de perdre la mémoire, ce qui peut être insupportable hein, comme idée, eh bien, elles vont rejeter sur l'autre cette haine de soi, enfin en tout cas, ce désagrément qu'elles ressentent. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, c'est pas moi qui perds mes clés, par exemple, c'est pas moi qui perds mon portefeuille, c'est l'autre qui me les vole, c'est l'autre qui me les cache, c'est l'autre. Et donc c'est comme ça que, au fond, chez des personnes qui vivent seules, qui se sentent un peu en insécurité, eh bien, on va voir se développer des attitudes un peu persécutées. C'est-à-dire qu'elles vont croire que tout le monde, finalement, concourt à faire en sorte qu'elles ne vont plus être bien chez elles. Et je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais mais voilà, c'est-à-dire que ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ne veulent pas plutôt ressentir pour elles-mêmes, elles vont le prêter à d'autres. Et donc, c'est l'autre qui va devenir persécutant, c'est l'autre qui va devenir potentiellement un voleur, et c'est pas moi qui vais perdre la mémoire. Voilà, on pourrait revenir si vous avez des questions là-dessus, parce que peut-être c'est pas très, très clair. Et puis évidemment pour s'adapter, pour essayer d'apprivoiser justement toutes ces modifications, eh bien, il y a une solution qui peut être de se faire aider. De se faire aider, de trouver un lieu neutre, parce que c'est pas toujours facile d'en parler avec un proche. Parce qu'on a peur de faire de la peine, on ne sait pas comment l'autre va réagir, etc. Donc c'est là que les professionnels, au fond, sont importants, parce que ce soit un médecin, que ce soit un psychologue, etc., ça va être un lieu neutre où on va pouvoir dire vraiment ce qu'on ressent sans avoir peur de gêner l'autre ou d'entraîner en retour quelque chose. La personne, elle est là pour vous écouter, elle est là pour vous soutenir, elle est là pour vous aider. Donc il n'y aura pas de retour d'effet boomerang en fait sur ce que vous dites, ce qui peut être parfois une crainte quand on parle à des proches, par exemple. On a peur de leur faire de la peine, on peut avoir peur que, je ne sais pas, ils profitent de notre faiblesse, etc. Donc c'est important, voilà, de trouver un lieu où parler de ce qui nous traverse au moment de toutes ces pertes. Alors, la slide suivante. Merci. Donc, c'est ensuite s'adapter dans la relation moi-l'autre. Alors, bien sûr que la question, c'est comment on va pouvoir s'appuyer sur l'autre. Est-ce que l'autre va être un recours? Parce qu'on a toujours besoin d'un autre. Dès le début de la vie, c'est-à-dire que quand on naît, les bébés ne peuvent pas survivre sans un autre. Donc ça, on sait bien, depuis qu'on est né, on sait bien qu'on a besoin de l'autre. On a besoin aussi du regard qui porte sur nous, qui peut être soutenant ou pas. Et c'est vrai que l'importance de ça aussi, ça fonde le narcissisme et ça fonde l'estime de soi, c'est la façon dont l'autre nous regarde, l'autre qui compte pour nous, bien sûr, c'est pas l'autre, n'importe quel autre dans la rue, mais c'est celui avec lequel on vit, ou nos enfants, nos petits-enfants, notre conjoint, notre conjointe, etc. Comment est-ce qu'il continue à nous aimer malgré tout? Si on prend par exemple la question de la dysfonction érectile, on peut le penser comme un micro-handicap, en fait, on pourrait. En tout cas, comme une perte qui peut être passagère ou pas. Eh bien, c'est vrai que la façon dont l'homme va en être plus ou moins affecté dépend évidemment de la réaction de ça ou son partenaire. C'est-à-dire que si la réaction, c'est de la moquerie ou de l'agacement, alors il va y avoir des affects négatifs comme la honte, la tristesse, le découragement, la colère, etc. En revanche, si le ou la partenaire se montre bienveillant, encourageant, etc., eh bien, le couple est capable de chercher ensemble des solutions. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup moins dramatique. C'est-à-dire qu'on peut penser
une vie malgré tout. On peut penser qu'on va pouvoir continuer à être un couple, on va pouvoir continuer à avoir de la tendresse l'un pour l'autre, et puis à recommencer à avoir des rapports sexuels, on va s'entraîner, on va trouver des solutions, etc. Mais c'est vrai que si on a cette réaction négative de l'autre, si le regard de l'autre change sur soi, à ce moment-là, il y a une perte d'estime de soi qui risque d'arriver. Dans la question de la relation moi-l'autre, il y a aussi les remaniements du couple. C'est-à-dire que quand survient un handicap ou une maladie, etc., ce qui est important, c'est que le couple ne devienne pas seulement un couple aidant-aidé. C'est-à-dire que le risque face à la maladie, c'est que l'autre ne devienne plus que celui qui prend en charge. C'est-à-dire que c'est celui qui va aider, celui qui va aller donner à manger, c'est-à-dire que là, c'est toute la modification, dans ce cas-là, des rapports de couple. C'est-à-dire que le couple qui était un couple basé sur une relation, sur une relation d'amour, de tendresse, d'érotique, etc., va passer à un autre type de mise en relation, d'être ensemble, et qui va être complètement différent et qui va, en fait, qui risque d'infantiliser l'autre et surtout qui va faire perdre cette relation de couple de départ. C'est pour ça qu'il est très important, à mon sens, de savoir passer la main. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est quand on a un père ou une mère âgée, c'est pas forcément à vous de faire la toilette, par exemple, parce que là, on entre dans l'intime de l'autre. Mais c'est pareil aussi quand il s'agit d'un couple conjugal. C'est-à-dire que faire la toilette de son mari ou de son épouse, c'est aussi changer la relation au corps de l'autre. C'est-à-dire que radicalement, le corps de l'autre n'est plus un corps érotisé, mais c'est un objet de soin. Et là, ça change complètement aussi le rapport qu'on a avec l'autre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, laisser des professionnels agir, ça permet de conserver quelque chose de cette relation. Et puis, il y a évidemment cette question de l'infantilisation aussi. C'est-à-dire que c'est la perte de sa capacité à penser et à faire pour soi. Et là aussi, ça dépend comment l'autre va pouvoir le vivre. C'est-à-dire que si d'un seul coup, votre conjoint ou votre conjointe ne peut plus agir pour elle-même, c'est-à-dire est clouée sur un fauteuil roulant ou ne peut plus, à la suite d'un AVC par exemple, ne peut plus réaliser certains gestes du quotidien, tout faire à sa place, c'est évidemment quelque chose auquel on va pouvoir penser, qu'on va faire spontanément, parce que ça sera plus facile, mais ça risque effectivement de l'infantiliser et de lui faire sentir, en fait, qu'il n'est plus capable alors que très souvent, il reste des capacités sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour que l'autre puisse conserver quelque chose de lui-même et de l'estime qu'il a de lui-même. Ensuite, il y a aussi une question sur laquelle je trouvais important d'insister, c'est cette question de l'autonomie versus la dépendance ou l'indépendance. Parce que l'autonomie et l'indépendance, et la dépendance, sont deux notions différentes. C'est-à-dire que l'autonomie, ce n'est pas exactement le contraire de la dépendance. En effet, la dépendance, c'est ne pas pouvoir réaliser seul, sans l'aide de personnes ou d'outils, certaines actions du quotidien. C'est-à-dire que le terme se réfère ainsi à des incapacités dont on a pu prendre acte. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse pas être autonome, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en capacité de décider pour soi-même ce qu'on choisit ou non comme aide, ou même de pouvoir faire un certain nombre de choses seul, des choses qu'on décide de faire seul. C'est-à-dire que, par exemple,
si je suis devenue sourde, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, je vais avoir besoin d'aide pour entendre. Mais à partir du moment où j'accepte les aides, et on y reviendra, ben, à ce moment-là, je reprends ma capacité à pouvoir suivre une conversation. Et on verra qu'il en est de même avec beaucoup de petits handicaps ou de petits ou grands handicaps. Et donc, c'est très important parce que, en fait, il va donc être crucial d'évaluer correctement ces possibilités, ces handicaps, ces possibilités et impossibilités, au fond, le plus tôt possible, afin de trouver des dispositifs qui vont pouvoir m'aider à pallier ou à faire face à mes incapacités. Et donc là, on va être sur les questions de réaménagement de l'environnement. Donc ça, c'est plutôt la slide suivante, c'est comment on va pouvoir faire face dans l'environnement. Alors, évidemment qu'il y a des solutions de compensation du handicap. Et c'est une acceptation qui n'est pas toujours facile. Parce que, bien sûr qu'il y a des solutions qui nous permettent de retrouver de l'autonomie. Mais elles sont parfois stigmatisantes. Hein. C'est par exemple les cannes, les appareils auditifs, les déambulateurs. Et en plus, c'est assez culturel. C'est-à-dire que si on prend les déambulateurs, en France aujourd'hui, on voit très peu de personnes finalement dans la rue qui ont besoin de déambulateurs, qui se promènent avec des déambulateurs. Pourtant, beaucoup pourraient en avoir besoin, beaucoup plus que le nombre de personnes qu'on rencontre dans la rue. Et c'est pas du tout ce qui se passe, par exemple, dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, avec une culture beaucoup plus pragmatique, eh bien, on voit beaucoup plus de personnes âgées avec des déambulateurs aller faire leurs courses, etc. Et pourtant, c'est un peu dommage, on va dire, parce que plus on est équipé tôt, plus on est équipé, et plus on est équipé tôt, et mieux on apprend à s'en servir, et plus on reste autonome longtemps, en fait. Parce que, en fait, cette question du déambulateur, c'est important, parce que j'ai du mal à marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai du mal à marcher? Ben, je peux rester effectivement toute la journée dans mon fauteuil à attendre que les autres viennent me faire mes courses, etc., avec tout ce que ça peut représenter, justement, d'état de dépendance par rapport à l'autre, donc de perte d'autonomie, donc dans la relation avec l'autre, de lui en vouloir, dans certains cas, d'être celui qui finalement est plus puissant que moi, puisqu'il y a ça dans la relation aussi, et dans aider, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut, et puis l'autre qui ne peut pas. Et donc, ça peut créer aussi des déséquilibres. Alors, c'est vrai que la question, donc, où je reste dans mon fauteuil ou sur mon canapé à attendre que les... Ou alors, je peux effectivement ben, choisir de prendre un déambulateur, même si effectivement c'est stigmatisant, même si effectivement, quand les autres vont me regarder dehors dans la rue, ils vont se dire « Ah bah tiens, voilà une dame âgée ». Mais en revanche, je vais être capable, avec mon déambulateur, d'aller faire mes courses, d'être sans demander l'aide de qui que ce soit. Donc voilà, c'est toujours un peu difficile de se dire qu'on a besoin d'eux, mais en même temps, ça permet aussi de gagner de la liberté. Et puis, alors il y a aussi évidemment toutes ces questions des appareillages. J'y reviens encore, mais c'est intéressant parce que il y avait une étude avant 2020 qui montrait les différents taux d'équipement en aide auditive à travers l'Europe. Et on s'apercevait qu'en Allemagne ou en Suède, la moitié des gens qui avaient besoin d'aide auditive étaient appareillés. En revanche, il n'était que 25% en France. Oui, 50% pardon, en Allemagne ou en Suède et 25% seulement en France. Alors, c'était avant que les aides soient remboursées. Aujourd'hui, elles le sont et ça ouvre tout de même la possibilité aux personnes d'être appareillées correctement. Mais il y a encore beaucoup de résistance, si on entend les audioprothésistes, beaucoup de résistance à être appareillé parce que ça stigmatise, parce que ça vient dire en fait
effectivement le vieillissement. C'est-à-dire qu'une personne, la presbyacousie, ça commence aux alentours de 50 ans. Et rares sont les gens de 50 ans, par exemple, qui vont se faire tester l'audition, alors que c'est bien d'avoir un audiogramme de base pour ensuite pouvoir mesurer progressivement les pertes. Et c'est rare les gens de 50 ans qui acceptent de se faire appareiller lorsqu'il y en a besoin. Parce que tout de suite, c'est « Ah ben, je ne vais pas me faire appareiller parce que ça fait vieux ». Bon. Mais en tout cas, en attendant, il y a des pertes. Alors, en fait, pour réaménager l'environnement, c'est aussi réaménager la maison. Parce que à partir du moment où surviennent les handicaps ou les micro-handicaps, la maison peut devenir vraiment un piège qui se referme sur soi. C'est-à-dire que si on a, par exemple, trop d'escaliers et qu'on a un problème pour marcher, eh bien, on va être tout à fait limité dans ces déplacements à l'intérieur de la maison. Si on a des problèmes de hanche, par exemple, ou des problèmes d'équilibre, et qu'on n'a qu'une baignoire, enfin, on en revient toujours, enfin, cette question revient souvent, mais c'est vrai que c'est important, et on va plus pouvoir l'enjamber. Donc, comment on fait pour faire sa toilette? Et c'est là où, effectivement, on va avoir peut-être besoin de quelqu'un pour faire sa toilette, parce qu'on ne peut pas enjamber la baignoire. Alors que si on avait une salle de bain adaptée avec une douche, par exemple, ou des solutions d'adaptation, effectivement, là, on pourrait recommencer à aller dans la salle de bain sans crainte, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, reprendre confiance en soi, c'est-à-dire que pouvoir avoir des barres d'appui, par exemple, avoir une douche où on risque pas de tomber plutôt qu'une baignoire où on risque de se casser la figure, ça redonne confiance en soi, ça redonne de l'assurance, ça redonne donc la capacité de bouger. Et, et donc, voilà, donc la maison, parfois, elle peut être aussi source d'inquiétude, d'angoisse, de limitation dans les mouvements. Et alors qu'il existe des solutions d'adaptation, et bien sûr que c'est le moment où on peut se dire qu'il est temps de déménager, mais pas forcément. On peut aussi rester chez soi et puis réaménager la maison, en fonction de ce qu'on peut désormais faire, ne pas faire, ce qui est difficile, ce qui n'est pas difficile. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien beau, mais comment on fait? Ça coûte cher, etc. Bon. Alors déjà, comment on fait? On peut faire appel à des professionnels pour évaluer la question, évaluer en fait votre handicap et savoir quels aménagements seraient possibles. Alors, en général, ce sont les ergothérapeutes qui s'occupent de ça, mais par exemple, dans le cadre de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, eh bien, une équipe de professionnels vient à votre domicile et puis regarde un petit peu comment vous vous portez, ce qui est possible pour vous de faire, de ne pas faire, etc. Et puis, comment est organisé votre appartement ou votre maison. Et en fonction de ça, ils vont proposer un plan d'aide qui tiendra compte justement de tous ces facteurs, de tous ces critères et qui pourra vous proposer de réaménager par exemple la salle de bain, de vous proposer des aides techniques, de vous proposer aussi par exemple, ce qui est assez important, c'est les systèmes de téléalarme, parce que quand on vit seul chez soi et qu'on n'est pas trop sûr de la façon dont on marche, de son équilibre, etc., eh bien, ça peut être aussi assez angoissant de se dire: «Mais si jamais je tombe, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais?» etc. Ça peut être angoissant pour soi, ça peut être angoissant aussi pour les aidants et ce qui peut aussi donner aux aidants l'idée que vous ne pouvez plus vivre seul. Et on entre dans le conflit de il faut que tu ailles en maison de retraite, mais moi, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et bon. Et donc, c'est vrai que la téléalarme, dans ce cas-là, peut être une solution parce que, vous savez, vous connaissez le principe, on a un médaillon, un bracelet, etc. Si jamais on tombe,
on appuie sur un bouton, ou parfois même le dispositif calcule tout seul que vous êtes tombé en fonction des capteurs, etc. Et les secours sont appelés, etc. Et donc, vous ne resterez pas, comme ça peut arriver parfois malheureusement, par terre pendant des heures en attendant que quelqu'un vienne et sonne pour savoir si vous êtes, si tout va bien. Donc, ça, c'est l'équipe de l'APA. Mais si vous vous sentez suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de l'APA, cette allocation personnalisée d'autonomie, eh bien vous pouvez également vous rendre dans ce qu'on appelle les centres d'information et de conseil en aide technique. Donc c'est le CICAT, hein. C'est un lieu où vous pouvez trouver des renseignements sur les aides techniques. Il y en a à peu près 21 en France. Vous trouverez la liste sur le site internet du CNSA. Et donc, dans ces centres, vous aurez des conseils gratuits sur les aides en fonction de votre handicap. Alors, bien sûr, ce ne sont pas forcément des gens qui vont venir à domicile, vous allez vous déplacer pour avoir des renseignements, mais tout de même, c'est une première étape pour pouvoir avoir des indications. Si vous avez la possibilité aussi d'arriver d'être à Paris, eh bien, sachez que dans le 11e arrondissement, rue de Paradis, il y a un lieu qui s'appelle bien chez moi, où sont rassemblées sur un même espace la plupart en tout cas, des aides possibles, des aides techniques possibles qu'on peut trouver dans la maison. Alors ça va aussi bien des barres de douche, des barres d'appui dans la douche, que des éviers sous lesquels on peut passer un fauteuil roulant, que des chemins lumineux qui s'allument lorsque vous levez la nuit, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas d'astuces possibles qui sont présentées in vivo dans des pièces à vivre. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez l'occasion de passer à Paris. Alors après, sur la question du financement, eh bien, sachez que l'ANAH, c'est-à-dire l'Agence nationale de l'habitat, si vous êtes propriétaire, peut vous aider à financer vos travaux d'aménagement du domicile en fonction de vos besoins. Donc ça, il suffit effectivement d'aller sur le site de l'ANAH. Je ne sais plus exactement, enfin, si vous tapez ANAH sur Google, vous tomberez sur le site de l'ANAH. J'ai mis tout ça dans la barre de conversation. Ah, merci. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous bénéficiez de l'APA, un certain nombre d'aides sont financées. Par exemple, en 2021, les statistiques montrent que dans 64% des cas, les plans d'aide pour les GIR 1, c'est-à-dire les personnes les moins autonomes, incluent des aides techniques. C'est-à-dire que dans 64% des cas, on a prévu effectivement des aménagements, des aides techniques, etc. Dans le plan. De la même façon pour les GIR 4, donc vous savez, les GIR, en fait, c'est dans les plans d'autonomie, enfin dans les plans personnalisés d'autonomie, les personnes qui viennent à domicile évaluent un peu votre degré d'autonomie et à partir d'une grille qui s'appelle la grille Agir, et donc ils définissent en fait votre niveau d'autonomie qui peut aller de 1 à 6. 6 étant tout à fait autonome et vous n'avez besoin de rien à leurs yeux, et 1 c'est vraiment des difficultés très grandes d'autonomisation. Et les aides les plus fréquemment proposées dans le cadre de cette aide de l'APA, ce sont les fournitures d'hygiène, dans 25% des cas, c'est-à-dire que la question de l'incontinence, elle est bien posée, effectivement. Et puis, la téléalarme dont je viens de parler, dans 26% des cas. Voilà. Donc, vous voyez bien que
finalement, la question de l'autonomie, la question de reprendre la main sur sa vie, en fait, eh bien, elle peut être soutenue, aidée à la fois par les autres, par son entourage, par le regard que les autres vont porter sur vous, mais aussi, tout à fait concrètement, par tout un tas d'aides qui peuvent être mises en place. Là, c'est vrai que j'ai cité les CICAD, j'ai cité la NAH, mais aussi vous pouvez faire appel à votre caisse de retraite, par exemple, qui peut aussi vous fournir des aides financières pour l'aménagement du domicile. Voilà. Donc moi, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un petit quart d'heure de conversation si vous voulez. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des réflexions, si vous avez des commentaires, puisqu'on est un petit peu nombreux, je vais laisser un peu plus de temps. Voilà. Merci Donc Isabelle, n'hésitez on pas. va clôturer cette visioconférence et après, effectivement, j'ouvrirai les micros après l'arrêt de l'enregistrement pour que vous puissiez ouvrir vos caméras et vos micros. En attendant, je vous invite à cliquer sur le texte pour remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets également le lien dans la barre de conversation. Ce questionnaire nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs de votre degré de satisfaction. Et vous avez également un petit texte champ libre qui vous permet de faire des commentaires qui sont lus derrière, évidemment, et qui vous permettent aussi de nous donner des thématiques que vous souhaiteriez envisager pour des prochaines visioconférences. Je Et qui vous nous mets... permettent aussi, pardon, excuse-moi Pascal, Ouais, d'éventuellement d'affiner aussi nos présentations en fonction de vos tout commentaires et à en fait, fonction de ce que tout vous à fait. commentez. Pardon. On fait des retours aux animateurs et on modifie les présentations en fonction. Les projets de Gwendoline et de Movadom, donc vous avez la chaîne YouTube avec tous les replays. Donc le replay de cette visioconférence sera disponible en fin d'après-midi. Pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Vous pouvez télécharger sur le site movadom.com le livre audio coécrit par Isabelle et Gwendoline sur le déménagement chez les seniors. C'est un téléchargement gratuit, chapitré. Vous pouvez écouter tout d'un coup ou en plusieurs fois. Et puis les podcasts qui sont également des témoignages autour du déménagement ou du maintien à domicile avec des invités variés et un panel très complet, très diversifié. La prochaine visioconférence, donc c'est le mardi prochain, mardi 29 à 15 heures, thématique culture avec le Louvre et ses chefs-d'œuvre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez nous rejoindre. Et puis encore merci au département de l'Essonne et à la conférence des financeurs pour le financement de cette visioconférence. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et à tout de suite Isabelle pour un question-réponse.